Comment vivent les familles avec enfants séparés par la guerre? Que devient la relation amoureuse à distance? Comment la correspondance avec des vraies lettres à l'ancienne peut-elle sauver le couple? Vous écoutez le podcast L'Ukraine face à la guerre. Ce podcast est enregistré en Ukraine et par des Ukrainiens. Dans ce podcast, nous racontons comment l'Ukraine continue à vivre et à résister face à l'agression russe. Nous proposons des analyses, mais aussi des témoignages. Nous essayons de vous faire comprendre l'Ukraine, son histoire, sa société et sa culture. Je m'appelle Tetiana Ogarkova, je suis universitaire et journaliste, responsable du département international à l'Ukraine Crisis Media Center, une ONG dont la mission est d'informer le public étranger sur l'Ukraine. Avec moi, Pavlo Matyusha, écrivain et militaire ukrainien, père de 4 enfants, co-auteur avec son épouse Victoria et avec participation de Douan Buis, grand reporter chez l'Obs, de Lettres d'amour et de guerre, paru chez Iconoclast. Ce livre raconte leur histoire familiale à l'épicentre de la guerre russe contre l'Ukraine. Merci beaucoup d'avoir accepté cet entretien pour le podcast L'Ukraine face à la guerre. On vous connaît comme écrivain ukrainien, auteur de plusieurs ouvrages, mais surtout, ce qui est intéressant pour notre public francophone, c'est que vous êtes auteur avec votre épouse, Victoria, auteur de ce livre paru en français qui s'intitule « Lettres d'amour et de guerre », un livre dont la contribution de la journaliste de l'Obs, Douan Buis, a été très importante. Alors, c'est un livre qui vient de paraître aux éditions L'Iconoclaste. Alors, ma première question à vous serait, voilà, quelle était l'histoire de ce livre? C'est un livre de la correspondance entre vous. Vous étiez au front à ce moment-là et votre épouse qui se trouvait à ce moment à Paris. Quelle est l'histoire de la rédaction de ce livre? Bonjour Tetiana, bonjour à tous. À vrai dire, cette histoire était inattendue et intéressante et parfois frappante pour moi-même aussi, parce que nous, comme le couple, nous traversions une période assez difficile dans nos relations, et je pense que c'était à peu près la même chose que beaucoup d'autres couples. Et donc, à ce moment-là, j'ai rencontré Douan à Kiev. J'étais à Kiev, j'avais quelques questions de genoux. Et donc, à travers mes visites de médecin, j'ai rencontré Douan. Et après une conversation et l'échange de quelques notes que j'ai gardées sur mon téléphone, elle a proposé d'initier cette correspondance pour le Nouvel Obs, comme dizaine, quelque chose comme ça, de lettres. Mais j'étais si, comment dirais-je, cela jaillissait de moi. Donc ces lettres, j'en ai écrit tant que Victoria devait me supporter avec ses réponses, que finalement on a reçu cet ouvrage. Cet ouvrage qui est assez volumineux, donc qui fait plus de 300 pages, si je ne me trompe pas, je vérifie. Voilà, 310 pages de correspondance, bien sûr, avec certains extraits de la journaliste Douan Buis. C'est une journaliste française d'origine vietnamienne. Alors, quand on lit son livre, on comprend que vous êtes militaire. Vous étiez, c'est dans la qualité de cadet que vous avez rencontré votre épouse il y a une vingtaine d'années, n'est-ce pas? Voilà. Victoria, elle est traductrice, elle travaille aussi dans l'agence littéraire, n'est-ce pas? Vous êtes père de 4 enfants, avec, voilà, donc votre famille de 4 enfants, c'est-à-dire que c'est une famille nombreuse et normalement, vous avez droit à ne pas participer à des combats, ne pas être mobilisé, c'est-à-dire durant cette grande invasion russe. Mais malgré cela, comme on devine en lisant cet échange-là, que vous vous êtes fait engager assez rapidement, c'était vers le printemps 2022. Oui, c'était fin avril, début mai. Fin avril, début mai, c'est-à-dire que voilà, vous êtes quand même parti au front, tandis que Victoria, votre épouse, elle a fait tout le chemin
depuis l'Ukraine vers la France et où elle se trouve actuellement, où elle garde vos 4 enfants. Alors ma question, pourquoi, pour vous, vous êtes militaire de profession, de votre métier, pourquoi, en ayant droit à ne pas vous mobiliser, vous avez quand même fait ce choix d'abandonner, pas d'abandonner, mais de laisser de côté en quelque sorte votre famille, y compris un enfant, votre dernier enfant, le petit dernier, c'était Lucas, il avait 1 an Oui, à peine. 2 ans. 2 ans au moment de la grande invasion, et de vous engager quand même. Pour moi, c'était une question sans vraiment me questionner. Voilà. Je ne suis pas enrôlé en 2014. Et donc, j'ai gardé à moi cette trace. Et avec cette guerre d'envergure, j'ai compris que c'est pas quelqu'un d'autre, c'est toi qui devrais le faire. Et surtout au début, donc c'était le soulèvement de l'esprit populaire. Euh, la nation ukrainienne était toute debout. Et pour moi, c'était pas la question. Mais à vrai dire, j'ai trompé un peu la famille. J'ai dit, bon, vers la fin d'année, je serai de retour. Et c'était bien sûr le mensonge. Euh, mais finalement, j'étais de retour début automne 2023. Et Victoria, elle était partie pour la mission d'interprétariat et j'ai passé quelques semaines avec mes enfants. Donc, j'ai compris comment c'est dur de garder les enfants, 4 enfants, sans le support des grands-pères, des nounous, etc. Donc, c'est un travail gigantesque que les femmes ukrainiennes portent sur leurs épaules. Oui, tout à fait. Donc c'est l'histoire qui est la vôtre, mais c'est aussi l'histoire de plusieurs autres, je dirais de dizaines de milliers d'autres familles qui ont été séparées, C'est n'est-ce ça. pas, par la guerre, parce que l'homme, qu'il soit militaire ou civil, s'il est mobilisé, la femme, soit elle reste en Ukraine, soit elle est à l'étranger, mais elle est souvent toute seule responsable de la famille. Donc c'est un sujet dont on parle peu. En lisant votre livre, je trouve qu'il est absolument fascinant et très émouvant, et puisque il y a vos lettres que vous échangez avec Victoria. Il y a aussi des extraits de la journaliste Douane Buis, par-ci par-là, où elle explique les contextes, explique ses interactions avec vous ou avec Victoria. Je lisais ce livre un peu comme on lisait, comme je lisais à l'âge adolescente encore, La guerre et la paix, parce que dans votre échange, c'est vous qui parlez de la guerre, vous parlez de ce que vous voyez, voilà, des blessés, des morts, des camarades, des bombardements, des missiles, et Victoria qui parle de la paix. Je me suis dit, tiens, quand j'étais adolescente, je me rappelle que voilà, je lisais pas vraiment les chapitres sur la guerre parce que ça m'intéressait pas. Et là, je dois vous dire que je lisais vos lettres à Victoria avec autant d'intérêt, voire peut-être plus d'intérêt voilà, les chapitres, les lettres consacrées à la paix. La paix relative, bien sûr, parce que pour Victoria, c'est pas la paix, c'est, comme vous avez dit, tout un combat que de travailler, de voyager, de s'occuper de 4 enfants, de les faire à l'étranger, et puis tout cela. Mais donc, on comprend aussi que ce livre est en quelque sorte thérapeutique pour vous et aussi pour votre couple, parce qu'au cœur de cet échange, il y a aussi cette histoire de divorce. Oui, Voilà, c'est ça. quelle est cette histoire? Ah oui. J'aime pas trop cette histoire, mais bon, ça a eu lieu. Donc, Victoria, elle a voulu divorcer à un certain moment, comme j'étais toujours au front, et j'étais mentalement plutôt là qu'avec ma famille. Et je comprends très très bien tous ces militaires qui ont des problèmes euh, avec la réunification, ou auront des problèmes avec la réunification avec la famille. Donc mentalement, tu es ailleurs. Donc elle a déposé sa demande de divorce. Et donc, si on suit ces lettres, on peut voir que moi, j'essaie de la
convaincre, de la reprendre Vous avez avec, dissuadé. voilà, de la séduire peut-être avec la force de mes lettres, avec la force de mon amour. Et elle est plus réservée, elle est plus froide. Je crois c'est aussi un trait assez important de ce livre. Euh, mais finalement, je crois que pour nous, pour notre couple, ce livre a joué un très grand rôle pour retrouver ces sentiers, ces chemins sur lesquels nous nous sommes rencontrés de nouveau. C'était d'abord dans ces lettres et après en réalité. Je crois que c'est très important. Oui, voilà, ces lettres sont centrales et parce que justement, vous écrivez des lettres, des vraies lettres, pas des messages SMS, pas des messages Signal, WhatsApp ou autre messagerie, mais vraiment des vraies lettres comme vous le faisiez à l'époque. Vous le dites dans votre livre que vous faisiez, vous avez cette pratique de s'écrire des lettres quand vous étiez jeune. Vous êtes toujours jeune, mais quand vous aviez 20 ans et vous étiez cadet, et vous étiez envoyé dans des espèces d'entraînement militaire et elle, Victoria, elle vous attendait voilà, à la maison. Et donc, voilà, c'est voilà, de revenir dans le passé, puis de revivre en quelque sorte ce dialogue intérieur. Il était salvateur, n'est-ce pas, en quelque sorte, pour ce livre. Donc là, quand on termine la lecture, on comprend que finalement, donc, il y avait aussi cette exigence de la part de Victoria de faire valoir votre droit comme père d'une famille nombreuse, de quitter enfant l'armée, de la rejoindre. Et donc, on comprend vers la fin de votre livre que vous suivez voilà, cette exigence, cette demande, et que finalement, vous démissionnez de l'armée après 16 mois, si je ne me trompe Oui, pas, 16 mois à l'intérieur de l'armée ukrainienne. Et là, vous allez rejoindre votre épouse à Paris, c'est ça? oui, ouais, ouais. Euh, j'ai rejoint ma famille à Paris. J'y ai passé quelques mois, mais maintenant, en ce moment, je me trouve avec vous à Kiev, au centre de Kiev, parce que, notre vie nous demande, nous exige quelque chose. Et donc, pour le travail, pour mes euh, engagements que j'ai pris, il me faut être ici. Donc, nous continuons une sorte de séparation, mais c'est pas la même séparation qu'on peut lire dans ce livre. Parce que de temps en temps, nous pouvons nous voir, nous décidons nous-mêmes ce que va arriver. Oui, tout à fait. Pablo, vous êtes écrivain, à part d'être militaire, et donc c'est quand même un peu étonnant de voir un militaire de profession, parce que c'est votre profession première, n'est-ce pas? Vous êtes écrivain, vous êtes auteur de quatre livres en ukrainien, peut-être plus, mais voilà, dans ma Je crois quatre. 4 livres, qui ne sont pas pour l'instant traduits en français, mais qui le seront peut-être un jour. Donc pourquoi cette passion littéraire chez quelqu'un qui est militaire? Comment est-ce que vous avez réveillé en vous cette volonté d'écrire et puis de s'affirmer en tant qu'écrivain? Bon, je suis militaire de formation, mais je suis interprète militaire. Donc, cela a déjà quelques connexions avec le monde littéraire, avec des lettres. Ma grand-mère, elle était euh, professeure d'ukrainien. Euh, Bon, la mère de Victoria aussi, donc ça peut-être ne porte pas autant sur moi, mais quand même. Et bien, donc, je me suis amusé par des essais littéraires depuis mon enfance. Et ça a trouvé ses répercussions après. Et à un moment donné, j'ai écrit mon premier bouquin. Et voilà, ça s'est passé comme ça.
Donc voilà, vous avez découvert cette passion pour la littérature. Donc ce que vous écrivez ici dans ce livre, donc j'ai beaucoup aimé non seulement le contenu, mais tout aussi bien la qualité de l'écriture littéraire. Bien sûr, vous l'avez écrit en anglais, n'est-ce pas? Donc l'échange entre vous et Victoria se passait en anglais, n'est-ce pas? C'était vraiment le mélange des langues. Et j'ai écrit quelques-unes en français, quelques-unes c'était juste le mix de langues, quelques-unes en ukrainien, mais aussi en anglais. Donc, euh, euh, quand ce livre était presque prêt, il nous fallait retrouver des bouts des textes en quand même 3 langues. C'est une expérience très intéressante. Je ne sais pas comment d'autres projets internationaux, parce que c'est un projet international, se produisent. Mais pour nous, c'était vraiment quelque chose de surprenant. Le fait même de produire ces livres, ces textes. Oui, oui, j'imagine. Il y avait aussi la part du travail très importante de la journaliste Dawn Bui qui avait organisé tout le processus, qui Donc, avait écrit beaucoup de oui, livres. elle est merveilleuse et un grand merci à Douane pour que hum, ça a pu être né, je dirais comme ça, mais aussi le travail des éditions Iconoclaste. Je crois que c'est gigantesque. Ils ont fait quelque chose euh, de très solide dans les délais très courts. Mhm. Au cœur de cette histoire, il y a bien sûr cette histoire sentimentale de vous, votre femme, de ce projet de divorce, de ce petit chantage en quelque sorte aussi de la part de Victoria, parce que voilà, l'idée de divorce c'était aussi pour faire un peu de chantage, pour mettre un peu de pression sur vous, pour que vous veniez enfant. Et voilà, vous faites voilà votre droit en fait, parce que vous êtes en plein droit. C'est pas, il s'agit pas de quitter l'armée parce que vous devez y être, mais parce que vous aviez vraiment le droit de vous occuper de vos enfants, étant donné qu'ils sont petits, qu'ils sont très nombreux. Mais au cœur de ça, il y a à part cette histoire sentimentale, il y a beaucoup de pages sur la guerre. Quand je vous ai dit que ce sont des pages que je lis avec beaucoup d'attention et avec beaucoup d'émotion. Donc ma question à vous, qu'est-ce que vous avez découvert sur la guerre et sur vous-même pendant ces 16 mois au front? Vous étiez dans des endroits très différents en fait. Euh, c'est vrai, j'ai passé ces 16 mois vraiment partout. Donc, j'étais avec le premier groupe d'entraînement en Grande-Bretagne l'été 2022. J'étais aussi en Allemagne avec notre brigade. J'étais dans le sud pendant cette phase majeure de notre contre-offensive. Donc, j'ai vu pas mal de choses avec pas mal de, de militaires qui appartenaient aux forces armées euh, différentes. Voilà. Et donc, j'ai découvert, je dirais, une sorte de force. C'est quelque chose de très... euh, peut-être c'est brutal, peut-être c'est trop fort et peut-être c'est, hum, comment dirais-je, préhistorique. Donc c'est plutôt des instincts que des réflexions. Mais c'est là que réside une grande force. Et donc il faut vraiment accepter, s'accepter en tant que personne qui porte en soi-même cette force qui peut exploser, qui peut donner des, des, hmm, des impacts, soit bons ou mauvais, ça dépend. Et le savoir et pouvoir le gérer, si c'est un bon terme, c'est très important. Mais aussi, j'ai découvert à quel degré notre nation est puissante. Cette force est distribuée
pas seulement dans hum, notre personnalité isolée. C'est aussi une chose sociale. Et donc, multiplié par millions de soldats, de volontaires, de civils, c'est quelque chose qui va perdurer dans des siècles. Donc, c'est une découverte qui m'a frappé. Mhm. C'est que l'individu est un peu dépassé, n'est-ce pas, par cette nouvelle communauté, par cette nouvelle... vous écrivez beaucoup sur ça, sur cette nouvelle fraternité, aux sororités, au féminin, n'est-ce pas. Voilà, entre les gens qui sont au combat, vous parlez beaucoup de vos camarades, y compris des camarades qui sont tombés au combat, mais aussi des femmes qui sont tombées au combat. Donc il y a des lignes très différentes, en fait, sur des gens que vous connaissez et qui étaient morts après une frappe directe, par exemple, par missile, tout à côté de vous, et vous écrivez ça tel quel à Victoria, voilà, donc en écrivant qu'est-ce que ça représente. Donc hier encore, tu parlais avec cette personne, et puis tu t'es attaché d'une manière ou d'une autre, vous aviez cet espace commun, alors là, cette personne n'y est plus, tout simplement. Et donc voilà, voilà le fait que la personnalité, l'individu est dépassé par cette nouvelle communauté, bien sûr militaire tout d'abord, et avant tout militaire, mais aussi la société civile qui est active, donc c'est une chose, c'est une découverte qui est forte. Vous découvrez aussi l'histoire. En fait, vous découvrez pour vous l'histoire de l'Ukraine, et puis vous inscrivez cette guerre dans une espèce de continuité de souffrance du peuple ukrainien. Je t'ai frappé, je vais vous citer là, je t'ai frappé par un passage dans votre livre où vous parlez de ça, justement. Je cite, « Nos grands-parents ont été déportés dans les camps, nos parents ont été réduits au silence, opprimés par le régime communiste. La guerre n'a rien de nouveau pour notre peuple. Elle ne remet pas les compteurs à zéro. Elle ne fait qu'ajouter un poids invisible mais bien présent. Non, je ne suis pas un flocon porté par la brise, une feuille morte qui vole au vent mauvais, des ça, des là, comme des poèmes de Verlaine. Je ne peux pas ignorer ce point à moi. » Donc voici des lignes d'où je vois ressurgir toute l'histoire ukrainienne qui était présente, bien sûr, mais qui était quelque part gommée avant que la guerre, elle fait ressurgir les traumatismes des générations qui nous ont précédés, n'est-ce pas? C'est sûr. Je crois que la guerre a actualisé tout ce qui a déjà passé. Et c'est comme dans un film accéléré. Nous pouvons vraiment vivre toute notre histoire et peut-être la refaire et donner une autre direction. Et j'en suis sûr. Maintenant, c'est le moment le moment le plus important de notre civilisation depuis peut-être la création, si on peut le dire, de notre peuple, de notre nation. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment tenir debout, il faut tenir ce coup, parce que c'est maintenant que se décide notre futur. Et même en 2 ans, ou peut-être en 10 ans de cette guerre, nous avons appris tant, nous avons compris tant sur nous-mêmes que maintenant, personne ne pourrait nier ou refuser notre droit d'existence. Oui, tout à fait, tout à fait. Donc il y a aussi cette question de la langue qui est importante. D'ailleurs, j'ai découvert une certaine sensibilité, une sensibilité tout à fait particulière de la journaliste Doan Bui pour cette question de la langue ukrainienne, parce qu'elle est vietnamienne aussi, et bien qu'elle est née en France, donc sa langue était quelque part effacée, donc elle a perdu sa langue maternelle, même si c'était une langue maternelle. Donc elle développe dans plusieurs pages en conversation avec Victoria, surtout, cette sensibilité pour la langue, parce que Victoria raconte dans ses lettres que les enfants qui arrivent à Paris aussitôt, si jeunes en fait, et ils commencent à parler le français dans 2 semaines, je sais pas, un mois, donc rapidement, vraiment. Et donc, et puis, elle reçoit des conseils qu'elle parle le français à la maison. Elle refuse de parler le français avec les enfants à la maison parce qu'elle veut qu'ils gardent cette nationalité, cette langue. Et dans une autre lettre, vous écrivez à Victoria que vous vous adressez à elle comme mon ukrainienne et voilà, mes enfants ukrainiens. Donc voilà, donc c'est très touchant. Pourquoi c'est ainsi? Euh, je ne même pas, je ne ressens même pas cette nécessité de réflexion. Pour moi, c'est
aussi naturel que ça. Donc, je rêve vraiment que ma famille retourne vivre à Kiev. Je comprends les choix, les nécessités, etc., etc. Je comprends les risques, mais pour moi, c'est mon plus grand désir. Et aussi, en ce qui concerne nos échanges avec Douan, c'était très enrichissant. Et aussi, ça a donné pas mal de nourriture pour notre esprit. Parce que avec ces parallélismes géographiques, temporaires, ou même euh, factuels, euh, ça donne cette perspective de guerre qui est toujours la même, toujours affreuse, toujours euh, celle qui apporte des victimes, qui euh, fait, euh, qui fait taire des gens, euh, parfois pour des générations à venir, mais c'était aussi pour nous, pour notre guerre qui se déroule maintenant, opposée à la guerre vietnamienne. Euh, il faut vraiment battre pour ce qui est important pour nous, pour ne pas taire après, pour ne pas perdre son identité, sa nationalité. Et c'est pour ça, pour moi, c'est très important que les enfants parlent ukrainien à la maison, qu'ils portent cette idée d'être ukrainien et d'être fiers en étant ukrainien, même s'ils sont ailleurs, à l'étranger. Oui, même s'ils ont appris une autre langue, ce qui est d'ailleurs un très grand avantage, n'est-ce pas, pour des enfants, Bien sûr. de parler d'une manière comme ça. Donc c'est le sort de vos enfants, mais c'est aussi bien sûr le sort de pas mal d'autres enfants qui sont partis à l'étranger, dans des pays différents, dans des pays européens différents. C'est vrai que c'est un atout pour l'avenir aussi. Mais dans tout cela, bien sûr, qu'il faut, voilà, qu'il reste ce respect pour la langue ukrainienne, pour la culture ukrainienne, cette découverte, tout ceci est important. Vous avez découvert vous parlez dans votre livre, pas dans votre livre, mais dans vos lettres à Victoria, vous évoquez plusieurs points géographiques. Vous évoquez par exemple le fait qu'en été 2021, vous étiez dans la région de Kherson, à la Zournée, à côté de cette île déserte de Jarelgach, ou bien Oui. c'est Victoria qui parle. D'ailleurs, on y était avec nos enfants, justement, la même période, l'été 21, donc ça m'a sonné vraiment Ouais. une nostalgie, parce qu'on était là au même coin que vous. Juste là. après le Covid. Exactement, à Skadovsk. Et puis, oui, c'est vrai que ce sont des territoires que nous avons perdus. Vous parlez aussi des Carpates où vous vous êtes réfugié pendant toutes les premières semaines Oui. de la grande invasion, à toute la famille avec d'autres enfants qui sont venus d'ailleurs évacuer d'Irpin ou non, pas De Gostomel. de Gostomel, c'est à côté. Donc, dans cet hôtel que nous connaissons aussi, l'hôtel Klen, Ouais, avec c'est ça. Andrei Bondar et sa femme Sofia Androkovitch, qui aussi sont nos amis. On connaît C'est cet ça. hôtel parce que... Et donc voilà, qu'est-ce que vous découvrez en tant que militaire, en tant que citoyen, en tant qu'écrivain, voilà, de nos territoires, de cet amour quelque part acharné pour nos territoires, et y compris des territoires que nous avons déjà perdus, que nous espérons bien sûr reconquérir, mais au prix déjà très élevé et au prix de destructions qui sont, vous décrivez dans votre livre, des destructions qui sont tellement immenses qu'on n'arrive pas à imaginer de voir ces villages et villes revivre un jour. Auparavant, bon, j'ai beaucoup voyagé à travers le monde et à travers l'Ukraine aussi, mais les destinations étaient plutôt les destinations de vacances. Donc, de Kiev, je suis allé à Lviv, Odessa, parfois des Carpates ou d'autres régions de loisirs. Et avec cette guerre, j'ai découvert l'Ukraine de petites villes, des grands champs du sud, des grandes forêts du nord, où même les chars peuvent noyer dans les marécages. J'ai découvert nos gens qui
qui habitent toujours dans des régions préfrontalières. J'ai découvert le chant des oiseaux qui se mêle avec la canonnade de l'artillerie. Euh, j'ai beaucoup, bon, la, sur l'herbe pendant l'été, tu, euh, tu te reposes et tu regardes notre ciel. Les nuages sur notre ciel que j'ai jamais vu nulle part. Euh, pour moi, c'est aussi une grande découverte, mais l'amour de ce qui est l'Ukraine est maintenant même plus grand. Et bien sûr, je me souviens ces moments, peut-être les plus précieux en Crimée. Euh, Par exemple, le festival de jazz Cocktail, ou pour ceux qui aiment la danse, la rave, il y avait aussi une belle occasion pour se rendre en Crimée. Alors, euh, oui, et je crois qu'un jour, les autres, nos voisins ou les représentants du pays lointain, vont venir et admirer de même sorte que je l'ai fait pendant cette guerre. C'est intéressant. Je comprends parfois pas, mais ça m'est arrivé pendant la guerre. Oui, donc cet amour pour le pays, parce qu'on commence à apprécier ce qu'on a quand on commence à le perdre. Parce que là, vous avez parlé de cette région de Kherson, de Skadovsk et de la Zourne, et vous parlez justement de votre projet d'organiser un festival du jazz comparable à celui de Cocktail avant. Parce que justement, à ce moment-là, nous avons déjà perdu Crimée, mais nous n'avons pas en 2021 encore perdu Kherson. Là maintenant, ça sera difficile et ça sera au prix de beaucoup de sacrifices que de reconquérir les territoires en termes de vie humaine et en termes de dégâts qui ont été déjà faits à ces territoires-là, parce que l'Ukraine, on le sait, d'une manière officielle, est le pays le plus miné au monde. On sait que les destructions dans les zones de combat sont tellement immenses qu'on n'imagine pas combien de ressources il faudra pour reconstruire dès le zéro. Donc il s'agit de villages, mais il s'agit aussi de villes telles que Mariupol, qui a connu quand même cet élan d'une certaine renaissance entre les années 2014-15 et 2022. Une vitrine de Donbass, là maintenant, c'est une ville qui n'existe plus. Donc on parle de cet herbicide en Ukraine. Et donc on n'est pas tellement sûr de revoir tout ça, de pouvoir revoir ça durant notre vie, parce que on n'a plus 20 ans. Mais c'est que peut-être nos enfants et voilà, les gens vont voir. Pavlo, vous êtes, à part d'être militaire, vous parlez des langues étrangères et vous êtes souvent interrogé par la presse internationale, notamment par la presse française. Est-ce que, vous avez dit vous-même dans votre livre, et là tout à l'heure, que vous partiez dans les entraînements à l'étranger, etc. Est-ce que vous avez senti autour de vous cette solidarité qui est absolument nécessaire pour que l'Ukraine tienne debout, pour qu'on arrive à gagner cette guerre? Puisque il est très clair, je crois pour tout le monde, que seule l'Ukraine ne pourra pas faire face à la Russie. Est-ce que, et quelle est la dynamique de cette solidarité? Est-ce que les gens commencent à se fatiguer, ou est-ce que, au contraire, cette solidarité reste à nos côtés et ce qui nous permet de nous projeter de l'avenir et toujours envisager cette victoire qui est tellement nécessaire? Oui, j'étais témoin d'une solidarité émouvante. Et je parle surtout des milieux militaires, britanniques, américains, d'autres. Français, non? Français, non. Mais j'en suis sûr que les Français étaient même peut-être plus solidaires que quelqu'un d'autre. Donc j'en suis sûr. Mais j'ai jamais coopéré pendant cette période avec les Français. C'est dommage. Alors, j'étais témoin d'une solidarité des militaires qui voulaient se rendre en Ukraine pour battre côte à côte, à côté de nos rangs,
c'était plutôt la volonté politique ou des péripéties politiques qui ne les laissaient pas y aller. Donc, en ce qui concerne ce niveau, juste les gens comme moi, il était vraiment prêt à partir. Je leur fais confiance. En ce qui concerne le support politique, c'était toujours fort, mais je ne peux pas dire autrement. C'était insuffisant parce que on essayait toujours de faire le moins possible pour atteindre des résultats les plus euh, euh, les plus importants. Mais ça se passe pas comme ça. Il faut des moyens importants pour achever des résultats importants. Donc, en ce qui concerne cette solidarité des gens communs, c'était surprenant. En ce qui concerne le support politique, aussi, je le sais, comme vous le savez aussi, qu'on peut faire mieux, on peut faire davantage. Tout à fait, on peut toujours faire davantage et puis pas faire durer cette guerre dans le temps, puisque chaque jour de plus de cette guerre veut dire tout simplement encore plus de morts parmi des militaires, mais tout aussi bien parmi des civils, qu'ils soient près de la ligne du front ou souvent aussi assez loin de la ligne du Comme front. à Cléverig. Hier, tout simplement, voilà, des enfants blessés et puis des immeubles détruits. Donc tout ceci n'est pas dans l'intérêt de la société ukrainienne. Ma dernière question à vous, Pavlo, serait, vous avez quitté l'armée, vous êtes en train de quitter l'armée d'une manière, je dirais pas définitive, parce que rien n'est définitif dans notre vie, mais d'une manière durable, on va dire. Et or, vous savez mieux que moi, bien sûr, en tant que militaire, que cette guerre, elle est pour longtemps, parce que rien ne nous donne une certitude qu'elle sera terminée d'ici un mois, n'est-ce pas, et d'ici quelques mois non plus. Dans quel sentiment vous le faites, et donc, qu'est-ce que vous attendez dans les mois qui viennent? C'est une bonne question qui s'ouvre sur beaucoup de problématiques. Alors, premièrement, je crois qu'il nous faut la rotation. Donc, ceux qui sont là, ceux qui sont surtout les premiers qui se sont enrôlés l'hiver ou le printemps 2022, ils déservent le repos. Deuxièmement, cette guerre, je crois, ça va se répéter, même si nous voyons l'armistice, je ne sais pas quoi, ça va se répéter, ça va, je pense, pendant les décennies. Et on ne sait jamais, même une fois c'est un conflit gelé, quand ça peut redevenir un conflit chaud. Donc il faut être prêt. Il faut peut-être refaire tout un système de formation et de notre aptitude de combat. Je ne sais pas, les hommes, les femmes, tous, j'en sais rien, mais il faut le faire d'une manière durable parce que ça ne va pas juste se terminer comme un cauchemar de nuit. C'est notre réalité pour des décennies, pour beaucoup d'années. Et pour ce qui va se passer dans, je sais pas, en 2024, 2025, je pense que ça dépend beaucoup de ce support déjà mentionné
et la nécessité de ce support massif dont l'Ukraine a besoin, parce que nous pouvons tenir cette ligne. Ça va user nos garçons et nos filles. Ça va user notre capital humain. Avec le matériel et suffisamment, je dirais, d'armement, on peut atteindre peut-être les mêmes résultats, mais avec moins de pertes. Et c'est pour ça, je pense, ça se décide maintenant. Ça se décide maintenant combien d'Ukrainiens vont mourir. C'est malheureusement inévitable, mais on peut réduire ce nombre. Dramatiquement, on peut réduire ce nombre. C'est quelque chose que je voudrais dire à tous les leaders des pays étrangers et remercier la France pour ces initiatives qui nous sont vraiment précieuses. Merci beaucoup, Pavlo. Merci beaucoup déjà tout d'abord pour votre service que vous avez effectué pendant 16 mois au front sans y être obligé légalement. Merci pour ce livre qui sert aussi de ce témoignage très émouvant et très précieux pour le lecteur francophone. Je rappelle à nos auditeurs que vous pouvez acheter et lire Lettres d'amour et de guerre signé Pavlo Victoria Matyusha avec Douane Buis, édition Iconoclaste. Et merci pour tout le soutien que vous apportez à l'Ukraine. Merci. C'était le podcast L'Ukraine face à la guerre. N'hésitez pas de partager cette émission. Nous n'allons pas tarder à enregistrer et diffuser d'autres épisodes. Je m'appelle Tetiana Ogarkova. J'étais accompagnée par Pavlo Matyusha, écrivain et militaire ukrainien, père de 4 enfants, co-auteur de Lettres d'amour et de guerre. Restez avec nous et soutenez l'Ukraine.